28 ans, vous êtes journaliste d'investigation et vous publiez donc cette enquête hyper documentée. Ça s'appelle Les Caméléons, enquête sur l'arnaque aux faux conseillers bancaires. C'est chez Flammarion. Vous avez vous-même perdu toutes vos économies avec une arnaque de ce genre. Ça vous fait rire. Parce que ça m'a été utile après. D'accord. Vous allez tout nous raconter, mais juste avant, quelques chiffres avec Paul. Oui, vous avez mené une enquête de 18 mois pour comprendre les mécanismes de cette escroquerie. Une escroquerie dont personnellement, comme vous, j'ai failli Toi aussi victime. Ouais, récemment. Des gars parce m'ont qu'il y a appelé comme Laurine ça. aussi qui, pareil. Et en fait, quand on en parle autour de nous, il y a pas mal de monde. Une arnaque qui dure et qui se perfectionne depuis plusieurs années. En France, on estime qu'1 million de personnes sont tombées dans le piège. Près d'1 milliard d'euros envolés. Le principe est simple. Des faux conseillers bancaires vous appellent. Ils connaissent votre nom, votre banque, votre adresse. Ils vous expliquent qu'un piratage est en cours sur votre compte. En panique, vous leur donnez donc toutes les informations dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que l'arnaque commence. À Créteil, 7 hommes viennent d'être jugés pour avoir dérobé de l'argent à 66 victimes âgées en se faisant passer pour des conseillers bancaires. Les arnaques aux faux conseillers bancaires ont augmenté de 78% l'an dernier. Un réseau de faux conseillers bancaires démantelé. Un policier était tombé dans leur piège. L'arnaque aux faux conseillers ne concerne pas seulement des personnes âgées qui seraient moins adeptes d'Internet. Très souvent, les victimes sont jeunes. C'était une personne qui était totalement informée, qui avait vraiment toutes les informations sur moi, adresse, postale, l'adresse mail, les numéros de mes cartes bleues, que ça, il n'est jamais censé avoir ça. Face au nombre impressionnant de victimes, les pouvoirs publics ont réagi avec des campagnes de sensibilisation. Ouais. Si vous êtes victime de cette fraude, faites opposition à votre carte bancaire, changez votre code secret d'accès à votre compte et alertez votre banque au plus vite. Retrouvez tous ces conseils et bien d'autres sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Et dans votre livre, vous révélez que grâce ou à cause de l'IA, de l'intelligence artificielle, les gains de ces arnaques pourraient bondir de 300 à 40%. À 400%. À 400%. De 300 à 400% d'ici 2027. 400%, c'est énorme. Ouais, ce sont les prédictions à la fois de la police judiciaire, des magistrats, mais aussi des organes qui essayent d'estimer l'impact de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. Et en fait, le domaine des arnaques va être le plus touché. Parce que l'IA imite mieux la voix d'un conseiller bancaire. C'est ça, en fait. Pendant l'enquête, j'étais au contact de la police judiciaire parisienne pendant un peu plus d'1 an. Et ce qui est dingue, c'est que quand je leur parlais d'IA au début de l'enquête, donc au début de l'année 2024, ils ne savaient pas trop quoi me dire par rapport à ça. Et à la fin de l'année 2024, Il était au courant. ils me disaient, en fait, là, on a les premiers cas, ça commence à arriver avec des personnes qui se font appeler par toujours le bon numéro de la banque. Mais maintenant, c'est la voix ou l'apparence. Enfin, il y a des cas complètement dingues qui sont en train d'arriver. Alors, on va parler de votre cas. Juste avant de parler du vôtre, donc ça vous est arrivé. Donc, tu dis que ça t'est arrivé. On a Laurine, assistante réelle, à qui c'est arrivé ici? Généralement, les personnes n'osent pas trop dire. 2, 3, 4, 5... 6, par ici, 7, il y a entre 10 et 15 personnes à qui c'est arrivé ici. Donc, votre arnaque à vous. On est le 29 décembre 2023, donc entre Noël et le Nouvel An, vous recevez un coup de fil de votre banque, la caisse d'épargne, vous décrochez, il vous dit quoi? Il ou elle vous dit quoi? Qu'il y a une fraude. Je peux interjecter une question dans la question. Oui. Qu'est-ce qui s'affiche au moment de l'appel? C'est un numéro masqué, c'est un fixe? Non, c'est vraiment le numéro de la banque à ce moment-là. Top, génial, super. Ça te rassure du coup? Magnifiquement. Mais à ce moment-là, je suis en reportage et je leur dis vraiment, rappelez-moi, j'ai pas le temps. D'accord. Ils me disent, il y a des fraudes en cours, il y a des virements frauduleux en cours, il va falloir y mettre fin. Et je leur dis vraiment, là, m'embêtez pas, j'ai pas le temps. Et ils me disent, d'accord, on met fin à ces virements et on se rappelle demain. Donc j'ai un message et le lendemain de ma banque qui me dit qu'il y a bien un rendez-vous de prévu. Et, un texto? Oui, avec vraiment qui vient de la banque. Et on se rappelle le lendemain et le prétendu gars du service des fraudes me dit qu'il y a un virement en cours et qu'il va falloir y mettre fin. Là, j'ai un peu plus de temps, mais je suis quand même méfiant et j'essaie d'en savoir plus sur son identité. Donc il me décline son identité, mais il décline aussi toutes mes informations confidentielles. Donc nom, prénom, date de naissance. Il a votre numéro. Bien sûr, mais il y a aussi mes encours, mes derniers paiements, le nom et prénom de mes parents, mon adresse postale de l'époque. En fait, il a tout. Et là, je comprends que... Il a votre compte sous les yeux, en fait. Il a en tout cas toutes mes informations. Qu'est-ce qui lui manque en fait? Pourquoi il vous appelle au fond plutôt que de prendre l'argent? Qu'est-ce qu'il veut savoir de vous? Mais justement, là, il me dit il y a un nouveau virement qui est en cours, il va falloir y mettre fin. Et il a une telle crédibilité. Enfin, moi, à ce moment-là, j'ai 27 ans. Ça doit faire depuis que j'ai 17 ans que j'ai un compte en banque et qu'à chaque fois que je suis en relation avec ma banque, tout se passe bien. Et pour y mettre fin à ce virement frauduleux, vous allez recevoir un code
par texto un code pour y mettre fin. Et c'est un code à 3 chiffres, donc je le donne. Et en fait, là, ça raccroche. Et je ne venais pas d'annuler un virement, je venais de le permettre. D'autoriser le virement. Voilà. Et je rappelle. Vous le comprenez ou pas au moment où ça raccroche? Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ça raccroche à ce moment-là. Et je rappelle le numéro de ma banque et je tombe sur ma banque qui est fermée à ce moment-là. Je me dis, ah merde. Ah ben, on est le 29 décembre, j'allais vous dire, là, avec toute l'amitié que je porte pour la caisse d'épargne, entre le 25 décembre et le 31, il y a votre banquier qui appelle, vous ne trouvez pas ça suspect? Mais c'est pas le banquier. Le banquier m'aurait appelé, j'aurais trouvé ça suspect, mais quand on se présente comme le service des fraudes, c'est plus la même chose. D'accord, donc vous faites quoi? Vous allez au commissariat? Je vais au commissariat et je leur dis, je crois que j'ai perdu tout mon argent. Et là, on parle de. Est-ce qu'on peut savoir un ordre d'idée du montant de ce que vous perdez? Il y a ce qu'il y a sur un compte de journaliste qui n'est pas multimilliardaire. D'accord. Voilà, et c'est tout votre compte qui. En fait, ça attaque votre compte courant et ça vide votre compte courant. Et donc, ce qu'on me dit directement au commissariat, c'est on vous a appelé avec le numéro de votre banque et ils avaient toutes vos informations. Je dis, comment vous savez? Je dis, parce qu'en fait, on n'a que ça ces derniers jours. Hier, il y a une personne qui a perdu 50 000 euros, avant-hier 400 000 euros. La même banque? Les gens en fait, étaient tous il n'y a pas de banque qui est visée en particulier, c'est surtout les escrocs. Comment le fraudeur peut avoir des informations, par exemple, sur votre encours? Parce qu'autant les informations, nom, prénom, adresse, date de naissance, on peut les trouver, mais votre encours sur vos comptes, comment il y a accès? C'est exactement comme ça que j'ai commencé cette enquête. Ouais. Et la réponse est qu'il y a énormément de moyens pour les escrocs aujourd'hui d'avoir toutes nos informations, parce que soit ils passent par du phishing, donc ce qu'on connaît tous, les SMS plus vrais que nature, en tout cas de plus en plus vrais, ou les faux mails, quand vous pensez payer quelque chose que vous avez vraiment commandé, ou quand vous pensez payer un colis. Bon, ça, on se fait avoir. Mais j'ai découvert dans mon enquête, au contact des juges d'instruction qui sont en train de travailler sur des dossiers actuellement, ou de la police judiciaire qui vraiment fait un énorme travail, qu'en fait, les escrocs les plus informés, les plus en place, qui ne se sont toujours pas fait arrêter, ou très peu, ont aussi des contacts au sein des banques. C'est-à-dire qu'ils ont assez de moyens pour corrompre... Il y a des taupes dans les banques. Ah oui, il y a vraiment des taupes. Et quand on m'annonce ça pendant l'enquête, j'ai un peu du mal à y croire. Et on me dit, renseigne-toi bien, il y a des cas, il y a des dossiers en cours. Donc toute la mission pendant l'enquête était de réunir de la documentation judiciaire pour en avoir la preuve et tenter de savoir quelle était l'ampleur du phénomène des taupes au sein des banques. Alors l'ampleur, c'est que parmi les victimes récentes, il y a l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, mais aussi le juge Bruguière qui a traqué Al-Qaïda et qui s'est fait avoir aussi. Comment c'est possible, ça? En fait, ces deux personnes-là, c'est assez impressionnant parce que d'un côté, on a un ancien ministre de l'économie et des finances, de l'autre, celui qui traquait les personnes les plus dangereuses de la planète. Et elles se font avoir par le même groupe, en tout cas, c'est ce que la police soupçonne avec énormément de preuves. Et ça m'a permis, dans le livre, d'avoir une chronologie. DSK 2021, Bruguière 2023, intelligence artificielle 2025. Donc, j'ai récupéré toute la documentation judiciaire entre ces trois époques qui sont quand même relativement récentes. J'ai récupéré 2500 documents confidentiels, j'ai pu rencontrer 150 personnes. Et ça permet, dans les caméléons, d'exposer l'évolution de l'arnaque et surtout de comprendre pourquoi les escrocs sont de plus en plus forts, puisqu'en fait, ils font de plus en plus d'argent, donc ils ont de plus en plus de contacts. Et ce qui est dingue, pour finir, c'est que ce que la police me raconte, c'est qu'il y a pas mal de narcotrafiquants qui faisaient encore du narcotrafic il y a 2 ou 3 ans et qui sont en train de se mettre à ce genre d'arnaque parce qu'il y a moins de chances de se faire arrêter et surtout beaucoup plus d'argent à faire. Et c'est qui et ils sont où? Est-ce qu'on sait où ils sont? Je commence le récit. Dans le cas de Bruguière, de DSK et du vôtre? Alors, le mien, on ne sait toujours pas. Toujours pas? Non. Par contre, dans le cas de Jean-Louis Bruguière et Dominique Strauss-Kahn, je commence le récit des caméléons, parce qu'il fallait quand même l'illustrer, avec un groupe de personnes qui a réussi ces 2 escroqueries. Et en fait, contrairement à ce qu'on voit dans les séries, avec des personnes qui sont en Israël, en Indonésie, au Portugal, qui agissent depuis l'étranger, là, c'est un groupe de jeunes hommes, entre 18 et 23. Ils sont à Amiens. Ils sont dans le 14e arrondissement. Ou dans le 20e, à Paris. Casier vierge. Casier vierge, en fait, c'était des personnes ni riches ni pauvres. Il n'y avait pas de nécessité pour eux d'aller chercher de l'argent, sauf qu'ils ont compris très rapidement qu'il y avait tellement de failles au sein des banques, au sein des opérateurs téléphoniques et au sein de l'État même. Ils ont trouvé toutes ces failles-là. En fait, il y a un tapis rouge aujourd'hui, qui est un boulevard pour les escrocs et que c'est facile de faire de l'argent et ils en arrivent à faire jusqu'à 200 000 euros par semaine et par tête. C'est facile de les retrouver? Alors,
Parce que les virements qu'ils font, ils les font vers d'autres comptes bancaires, j'imagine. Oui. Quels sont ces comptes bancaires? Ils sont en France, les comptes bancaires? Leurs comptes bancaires à eux? Les comptes bancaires, ils les ouvrent soit avec des cartes d'identité des petits de leur quartier, ou alors, plus facile aujourd'hui, c'est les néobanques, en fait, j'ai découvert ça pendant l'enquête, regardent très peu, vérifient très peu ou ont beaucoup de mal à détecter les fausses cartes d'identité qui sont notamment générées par intelligence artificielle. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent 4 comptes d'affilée, A, B, C, D, jamais leur nom. L'argent d'une victime va aller sur un compte A et finir sur un compte D. L'argent va être retiré sur le compte D sans qu'il y ait la moindre trace de l'escroc en question. Et les banques réagissent comment? Qu'est-ce qu'elles mettent en place justement pour contrer ça? Est-ce que déjà vous avez été remboursé par une assurance ou Par mon assurance, non. Et pour la banque, il va falloir les questionner parce qu'en fait, la banque réagit en fonction des arrêts de la Cour de cassation. La Cour de cassation, elle a mis un peu de temps à se prononcer, mais elle s'est prononcée en fin 2024, une première fois, octobre 2024. Elle a dit, mesdames les banques, vous allez devoir rembourser. Janvier 2025, la Cour de cassation dit, mesdames les banques, finalement, vous n'êtes pas obligés de rembourser. Ah. Et il y a 2 ou 3 jours, la Cour de cassation a dit, finalement, si vous devez quand même rembourser. Donc pour l'instant, il y a 2-1 pour les victimes, ça c'est important qu'elles le sachent quand même, parce que depuis 2-3 jours, la Cour de cassation a de nouveau pris parti en faveur des victimes. Donc on verra comment elles agissent face à cette pression de... Et au ministre des Affaires étrangères, il lui est arrivé quoi? Jean-Noël Barrot? Lui, comme des centaines de milliers de Français, il a été victime de phishing. Donc il a répondu... Ça venait de se passer juste avant la photo, manifestement. En fait, c'est vrai qu'il est cité dans le livre pour montrer à quel point, en fait, peu importe le statut aujourd'hui, tout le monde est touché. Tout le monde est visé. Et les profils préférés des escrocs aujourd'hui sont les personnes qui sont convaincus que ça ne leur arrivera jamais. Parce qu'en fait, le principe même de l'arnaque, et on a tendance à l'oublier, c'est quand même qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer, on ne perçoit pas l'arnaque. Et aujourd'hui, on est entré dans une nouvelle ère de l'arnaque, c'est encore une fois ce que me disent les policiers et les escrocs, et ils me disent que le seul moyen vraiment de contrer les escrocs aujourd'hui, puisqu'on ne voit plus rien et qui sont de plus en plus puissants, c'est de s'informer un maximum ou d'être parano. Et s'informer, c'est ce que j'ai voulu faire pendant toute l'enquête. Et je pensais d'ailleurs commencer par l'enquête puis écrire. Finalement, j'avais tellement d'informations et c'était tellement nécessaire d'écrire ce livre que j'ai fait l'enquête et que j'ai écrit. C'est pour ça que ça m'a pris 1 an et demi. C'est à la fois très long et très court. Mais je voulais donner un maximum d'informations aux citoyens pour... Le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est quoi en fait? Ne jamais répondre de manière électronique à sa banque, c'est ça? Jamais répondre au téléphone, jamais répondre aux mails, que des rendez-vous physiques? C'est quoi le... Dans l'idéal, mais c'est pour ça que les moins de 35 ans en fait, sont les plus touchés, parce qu'on va rarement pris rendez-vous avec notre banquier. Donc, il se trouve que pendant certaines arnaques, des escrocs sont en train de vider le compte de personnes. Ces personnes-là se font appeler par leur banque et les escrocs arrivent à dire attention, ce sont des escrocs qui sont en train de vous appeler alors que ce sont les 2 mêmes numéros. Donc il n'y a pas de solution idéale. Par exemple, protocole, j'en sais rien, on reçoit un appel de quelqu'un. Moi, je suis là, je repars avec des réponses. Non mais je sais pas, ma banque m'appelle, est-ce que j'ai le réflexe de raccrocher et moi d'appeler le service de fraude pour vérifier que ça vient bien de là? Dans l'idéal... Tu te moques? Non, je me moque pas. Non, mais dans l'idéal, raccrocher, sauf que c'est la première fois de l'histoire qu'on se fait appeler par les bons numéros et que les personnes qui nous appellent avec le bon numéro ont aussi toutes nos informations confidentielles. Donc je pense qu'il y a beaucoup de banquiers qui vont faire face à des clients qui vont leur raccrocher au nez, mais on en arrive à ce moment-là où on est obligé d'en arriver là. Est-ce que vous avez écrit le livre pour que le gain du livre vous rembourse de la fraude? C'est ce que j'allais dire, vous rembourse ce que vous avez perdu. Franchement, je l'aurais bien aimé, mais c'était vraiment dans... Je me suis toujours inquiété, surtout pour mes grands-parents, pour ma grand-mère. Et j'étais bête de m'inquiéter que pour eux. Et oui, pas parce que vous moi. dites que ça touche principalement les jeunes. Hein. Oui, c'est pour ça. Et en fait, je l'ai surtout fait pour ma génération et tous ceux qui pensent que ça ne leur arrivera jamais. Vous dites que le truc, c'est que c'est pas si ça va nous arriver, c'est quand ça va nous arriver. C'est ça qui est dingue, c'est que la police judiciaire et les magistrats, encore une fois, s'attendent à ce que la fin de l'année 2025 et toute l'année 2026 soient des années records en ce qui concerne les arnaques. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 2024, la France a tristement été championne d'Europe des fuites de données. On est 70 millions de citoyens à peu près, et il y a eu 140 millions de fuites de données. Ce qui signifie que là, en fait, dans le public, ou toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, doivent savoir que leurs données confidentielles, une partie ou la quasi-totalité, sont déjà sur le dark web, entre les mains des escrocs. C'est pour ça que je dis que la question... La carte bleue...
c'est ça? Oui, la carte bleue, l'IBAN, nom, prénom, date de naissance et tout plein d'informations ultra confidentielles. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire de cette donnée. Il y a presque un embouteillage des arnaques depuis quelques temps. C'est pour ça que ce n'est qu'une question de temps. Et le meilleur moyen de ne pas tomber dans le panneau, parce qu'il y a cette arnaque, mais il y en a plein d'autres, c'est vraiment de se renseigner et de prendre conscience, d'ouvrir les yeux de ce qui se passe actuellement sur le territoire. Parce qu'il y a eu des fuites de données au sein de grandes entreprises, mais l'État est aussi hyper responsable, puisque l'État a quand même laissé fuiter 40 millions de données de personnes inscrites à France Travail, donc l'ancien Pôle emploi. Donc l'État a quand même une dette envers un bon nombre de victimes. Merci de nous avoir rassurés, Thibault. Je remonte votre livre, ça s'appelle « Les Caméléons, enquête sur l'arnaque au faux conseiller bancaire ». Ça fait peur, mais c'est pour les bonnes raisons. Merci beaucoup. Dans un instant, le live de Marie Mathieu.